Bonjour, ça va très bien et toi? Ouais, super. Bah écoute, on s'était rencontrés il y a quelques temps là, lors d'un cours de guitare flamenco, Tout à fait. débutant je précise, Oui, oui. il y a quelques années. Et je me souviens, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il fout, avec son niveau, mais qu'est-ce qu'il fout avec nous, il doit s'ennuyer. Mais non, pas du tout. C'était une très belle expérience de rencontrer des gens surtout qui partagent ma passion. Et aussi, il y a toujours des choses à améliorer. Du coup, on t'a rencontré à toi, on t'a rencontré à tous les autres, Anthony, Antoine et tout ça. Et c'était magnifique. Je regrette rien de tout et je suis très content. T'as vu où ça nous a ramené? C'est beau, hein? Bon bah écoute, j'avais envie d'en savoir plus sur ton expérience. Ok. Alors bah écoute, merci d'avoir accepté cette interview. De rien, ça fait Flamenco plaisir. Fil. Ça fait très plaisir, beaucoup plaisir. Alors comment as-tu découvert le flamenco? C'était par hasard, c'était vraiment par hasard. Je pars chez un ami et il avait une guitare classique. Et je me souviens, c'était même pas la musique qui m'a bouleversé, c'était vraiment le corps de la guitare, quand il était collé à moi, quand ça vibre. J'ai eu un clic. Et du coup, je voulais apprendre la guitare tout de suite. Et c'était le début de YouTube et tout ça. Et je tape guitare et tout ça. Et la première vidéo que j'ai vue, c'était des Paco de Lucia. Et à partir de là, je dis, je suis accro en fait. C'est plus possible de partir d'ici. Et du coup, je commençais à apprendre la guitare tout seul à partir de là. Très timidement sur le flamenco parce que voilà, juste les techniques main droite, ça met énormément de temps. Mais au fur et à mesure, je développais ça et c'est toujours dans l'oreille, dans le cœur. Et après, ça partit de là. Hein. C'était au moment d'adolescence où on avait beaucoup de temps à perdre. Pas à perdre, mais beaucoup de temps. Et pourquoi la guitare? Tu en avais une dans la maison? Non, c'était vraiment... C'était vraiment le fait qu'elle peut être près de moi. C'est un instrument acoustique. La vibration, pour moi, c'est très important. Et c'est comme si la guitare, c'est comme si je sens ses caresses. Parce que quand je fais quelque chose sur la guitare, elle me répond automatiquement. Et ça, c'est quelque chose, c'est une relation d'amour. On peut s'envelopper à la guitare aussi. Ça c'est quelque chose... Freud, il aimait beaucoup cogiter, je pense. Mais c'est cette relation presque symbiotique entre la guitare et le guitariste. C'est ça qui m'a plu le plus avec la guitare en fait. Mais tu te souviens quand tu étais petit, tu avais une guitare? Tu l'avais? Pas du tout, pas du tout. Je viens d'une famille très lointaine de tout ce qui est culture. Et la culture, c'est vraiment la découverte de ma vie. Tout ce qui est l'art, la littérature éventuellement, les sculptures, la musique, c'est quelque chose que je fais des découvertes par moi-même. Et c'est vraiment, ça a devenu le centre de ma vie. Et même si je fais quelque chose pour des raisons économiques ou de désespoir, particulièrement la littérature et la musique, c'est quelque chose que je ne peux pas me passer de ça pour vivre, sinon c'est pas la peine d'être là, du tout. Alors tu t'en souviens de cette première guitare? Ah oui, trouvée où? elle existe. Du coup, je me souviens d'avoir demandé une guitare pour mon anniversaire à mes parents. À quel âge? J'avais 16 ans. 16. Et du coup, je savais rien de guitare. Je savais pas la différence entre une guitare classique, folk, flamenco, électrique. Je savais rien du tout. Et je pars à une boutique qui vendait des guitares à côté. Et je m'achète une guitare que je trouvais esthétiquement belle. Et c'était une guitare folk. Et moi, je savais pas que c'était une guitare folk. Et je me souviens, et je savais même pas qu'il faut accorder une guitare. Du coup, je me souviens, je me suis mis à pleurer parce qu'une heure après l'avoir acheté la guitare, je commençais à faire des trucs bizarres et il y a une corde qui a pété. Je me suis dit non, mais je viens de l'acheter, comment c'est possible? Et du coup, on a parti acheter un set de cordes et du coup, j'ai dû apprendre comment changer les cordes et tout ça. Et du coup, je suis parti vraiment de l'ignorance zéro. Je savais rien du tout. Et elle existe encore. Elle s'appelle Joanna. Tous mes guitares, ils ont des noms de femmes.
Elle s'appelle Johanna, elle est encore chez mes parents, elle est toujours pas en France. Mais ça me fait, c'est très nostalgique, c'est une guitare à 50 € un peu pourrie, mais je vais jamais la vendre. Tous les premières douleurs de doigts, ça a commencé avec elle. Et je pense que ça va terminer avec elle. Là, tu jouais pas du flamenco avec? Non, là, pas du tout du flamenco. Mais moi, je comprenais que le flamenco, c'était très loin pour moi encore. C'était quelque chose qu'il faut encore d'abord découvrir ce que c'est une guitare, ce que c'est la musique, les accords. Et bon, j'étais aussi adolescent, du coup, le rock, le pop, c'était quelque chose d'important à l'époque. C'est toujours, mais bon, un peu moins maintenant. Et je commençais par ça. D'abord, une fois que je connais Paco, il y a Aldi Meola qui arrive tout de suite à côté. Ça, c'était à quel moment ça? En fait, tous les vidéos que j'ai découvert, que je me suis permis de découvrir de Paco, il y avait toujours Aldi Meola et John McLaughlin, Friday Night. Ça, c'était quand tu avais quel âge? Ça, j'avais 17, 18. Ah ouais, donc c'est assez rapidement. C'était vraiment la découverte d'un artiste et après l'autre et leur collaboration et tout ça, que ça m'a permis de découvrir les différents univers. Et quand j'ai découvert Aldi Meola, je dis ah, lui aussi, il est un grand là. Et parce que j'avais une guitare qui était plus proche de la sienne, moi je me suis dit c'est peut-être le plus correct de commencer à apprendre quelque chose avec lui. Et du coup, je me suis mis un peu avec le médiateur à faire des choses comme lui. Et ça a commencé par ça. Et le flamenco, c'est devenu une passion? Oui, le flamenco, c'était... T'as laissé le jazz pour le flamenco? T'as laissé le rock pour le flamenco? Non. Comment ça s'est passé? Non, j'aime toujours autant le rock et le jazz et le pop. Et particulièrement le rock et le jazz. Mais c'est le flamenco qui fait vraiment sentir. Je m'abandonne complètement au flamenco. Et je t'avoue, j'ai mis du temps pour vraiment apprécier les chanteurs parce que il y avait toujours une idée de que ils sont juste en train de crier. Mais quand on commence à grandir un peu et avoir un peu plus de maturité, de recul, tu vois que c'est pas des cris juste pour crier, il y a vraiment de la souffrance, de la joie derrière tout ça. Et quand tu commences à comprendre ça, c'est un soulagement. C'est comme si parfois les chanteurs, ils peuvent crier pour toi parce que nous, on ne peut pas, parce qu'on est dans nos casques, on est tout enfermé sur nous-mêmes. Et du coup, le flamenco, ça a commencé pour quelque chose que je trouvais joli, pour quelque chose de passionnant. Et j'ai du mal à vivre sans ça. Et par rapport au fado justement, est-ce que tu penses que c'est lié? Est-ce que tu entendais du fado puisque tu es d'origine portugaise? Oui. Tu entendais du fado quand tu étais petit? Est-ce que tu penses qu'il y a une relation mais avec le flamenco? Carrément. En fait, je trouve que tous les musiques ethniques, c'est-à-dire le tango, le flamenco, le fado, le rebetiko, tous ces genres de musique qui ont été développés par les quartiers, les plus pauvres, on va dire, il y a toujours des émotions très fortes. Et c'est vrai que le fado, pour moi, je l'ai toujours entendu, je l'ai toujours écouté, j'ai toujours eu cette sensation c'est quelque chose de très familier, je le sens, il est proche de moi. Mais ça m'a jamais bouleversé autant que le flamenco. C'est quelque chose que plus récemment, je viens de découvrir le fado encore avec un regard d'adulte, d'homme. Et c'est quelque chose que je redécouvre et c'est magnifique. Je suis très fier d'être portugais pour ça. D'ailleurs, tout ce qui est culture, je suis très fier de mon pays. Et oui, je pense qu'il y a une connexion, il y a une liaison. Même si parfois le fado, il a un peu du mal à être aussi heureux que ça. Et le flamenco, il fait très bien la transition entre la tristesse profonde et la joie, entre soit une Solea Atalanta et de l'autre côté, tu as les alegrias et tout ce genre de cadence harmonique. Ça permet une jouissance d'émotion. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le flamenco là, Est-ce que c'est le chant, la danse, la guitare? C'est quoi?
Au début, ça a commencé évidemment par la guitare. Après, c'était la danse et après le chant. Aujourd'hui, je pense que c'est des catégories différentes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir en Grenade des danseuses et j'ai jamais vu depuis quelqu'un danser avec une intensité. C'est vraiment intense, hein, c'est vraiment ce que l'Espagnol appelle las ganas. Et elle dansait avec une telle fierté, une telle force, qu'il y avait carrément ses boucles d'oreilles qui sautaient partout, les gouttes de transpiration qu'il y avait partout, et ça c'était vraiment magnifique. Et du coup la danse du flamenco, là, je trouve que c'est très intense, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est quelque chose que moi je pourrais jamais faire. Moi je comprends, je sais très bien, je suis même pas attiré pour essayer de danser et tout ça, non pas du tout. Mais j'admire ça avec une distance de contemplation, tu sais, quand tu... Ah, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le chant aussi pareil, c'est quelque chose très émouvant, mais pour moi c'était toujours la guitare. Si je pouvais danser ou chanter autant, je le ferais, parce que c'est quelque chose de plus naturel, je trouve. Quand tu chantes, quand ça sort directement de ton corps comme ça, c'est plus naturel. Mais je suis carrément pas doué pour chanter ni pour danser, malheureusement, et du coup le choix c'était la guitare, quoi. C'est quoi les styles que tu préfères dans le flamenco et les styles que tu aimes vraiment particulièrement? Est-ce que c'est... Le style que j'aime beaucoup, c'est la taranta et les bulerías. Parce que c'est l'opposé. Dans le sens que d'un côté, tu as un rythme très carré, très dur, où tu ne peux pas sortir et tu te répètes et c'est très intense. Et de l'autre côté, tu n'as pas de rythme. C'est le contraire. Tu respires comme tu veux et tu peux partir dans les délires d'harmonie. Waouh. Et c'est vraiment cet équilibre d'extrême, on va dire. Tu peux nous faire un truc ou pas là? Une petite taranta, il faut juste pour montrer comment tu... la taranta, pour illustrer ton truc. C'est la différence, justement. C'est peut-être mieux si on coupe ce morceau. Tu es d'origine portugaise. Oui. Est-ce que toi aussi on t'appelait Pedro El de la... Je sais pas comment s'appelait ta maman. Non. Ça c'est très... Je sais pas si tu étais dans un petit village ou dans une ville. Non, c'est une très belle question. Non, effectivement, au moment de ma naissance, il y avait beaucoup de Pedro, mais c'était toujours Pedro. Ça c'est un truc très espagnol, je pense, de l'appeler le nom de sa mère, comme Paco de Lucia et cette histoire. D'ailleurs, tu savais que de Lucia, sa mère, elle était portugaise. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Du coup, bon, j'essaie toujours de gratter un peu de crédit pour Paco. La moitié de sa éducation, c'était portugais. Bon, ouais. Et non, c'était toujours Pedro.
J'étais toujours connu pour être jamais tranquille, ok, dans un coin, je courais toujours partout, je faisais beaucoup de conneries. Je ne suis jamais été content au calme. Donc tu étais fan de certains artistes. Oui. C'est quoi les... Enfin, t'en as déjà cité quelques-uns, mais particulièrement... Bah, c'était toujours le top 3, c'était toujours Paco de Lucia, Aldi Meola, John McLaughlin. Toujours parce que les trois, ils ont ramené des styles complètement différents. Leur technique, leur guitare était différente sur l'album, et tous les albums. Il y avait Paco avec la guitare flamenca, Aldi Meola avec une Ovation électroacoustique avec des cordes en métal, en bronze. Et après, John McLaughlin, il avait une guitare électroacoustique aussi, mais avec les cordes en nylon. Et du coup, le son était toujours... Et tu pouvais vraiment entendre sur l'album toutes les musiques. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à ramener. Après, au fur et à mesure que je développais le goût pour ce genre d'artiste, bah, il y a Vicente Amigo qui est apparu dans ma vie comme ça. Et encore une fois, si Paco, il est très agressif avec ses picados. Il fait des choses que personne d'autre peut faire d'ailleurs. Bah, Vicente Amigo, c'était les arpèges, c'est le goût pour une musique où tu sentais que juste la guitare, ça suffit. Parfois, quand tu fais des solos dans une guitare, tu sens bah, il y a eu le rythme, la batterie, les cajon. Et avec Vicente, juste lui, ça suffit. Il arrive à dire on n'a besoin de plus rien. Juste sa guitare, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à l'époque, je me souviens. Je crois que tu es poète à tes heures perdues. De temps en temps, ça m'arrive, oui. De temps en temps, ça m'arrive, tout à fait. Et comment t'es venu à la poésie Comment je suis venu à la poésie? Bah, j'aimerais beaucoup avoir une histoire soit romantique, soit une aventure de malade. Mais en fait, le premier poème que j'ai écrit, c'était après le 9e nom d'une fille qui m'a dit qu'elle voulait carrément pas sortir avec moi. Et moi, je me suis dit, non, je vais pas passer sur le deux chiffres, on va rester sur la 9e fois. Et je l'ai écrit un poème d'amour, bien évidemment, avec toute ma arrogance, tout mon ego. Je dis non, je vais carrément décrire ce que c'est l'amour, et voilà, et tout ça. Et du coup, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça. Et je me souviens très bien de me sentir très soulagé avec les conneries que j'avais écrites. Et il y avait un grand soulagement là-dessus. Et du coup, à chaque fois, à partir de ce moment, à chaque fois que je me sentais castré au sans l'air ou quoi que ce soit, j'avais la poésie qui était toujours présente pour moi comme quelqu'un qu'on n'a pas besoin de le parler tous les jours, mais qu'on a besoin d'elle, elle est là. Et du coup, c'était le début de la passion de ma vie, de l'amour de ma vie, c'était ça. Hein. Et c'était l'écriture qui m'a ramené à la lecture, c'est pas l'inverse. Moi, j'aimais pas beaucoup lire, et c'est le fait de commencer à écrire que je commençais à découvrir des auteurs, des poètes, des écrivains, des metteurs en scène. Et c'est là que vraiment l'amour, il a gagné des piliers très forts, soit dans ma personnalité la plus secrète, on va dire, soit dans toutes les décisions que j'allais prendre dans le futur de ma vie. Mais j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps à assumer qu'effectivement, je veux écrire. C'est ça que je veux faire de ma vie. Et tout ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui sera vers cet objectif. C'est pas évident. Donc, t'as des poètes préférés? T'as des gens enfin, les écrivains justement en question, c'est des gens, des écrivains portugais, oui. européens, internationaux. Pessoa, c'est le roi absolu. Sa diversité, sa
sa capacité de réfléchir aux petits détails. Je suis très fixé sur les détails. Et l'idée qu'il peut voir les choses soit d'une façon très métaphysique et très intellectuelle et très nihiliste, soit la sensation pure et la capacité d'avoir plusieurs dans sa tête et gérer tout ça, ça fait de lui un génie qui me remet à ma place à chaque fois que j'ai besoin, et j'ai besoin souvent. Du coup, lui, c'est vraiment le roi. Après, j'ai eu la chance de... après le flamenco, ça m'a apporté un peu de la culture espagnole, andalouse, et ça m'a permis d'apprendre l'espagnol un peu. Et du coup, je plongeais avec García Lorca et après Pablo Neruda, qui m'a donné des leçons, des cours dans ma tête très importants. Par exemple, me dire que la poésie, elle existe n'importe où. C'est pas juste dans les grosses enquêtes de l'amour et de l'injustice. C'est aussi avec les oignons, les carottes. Il y a la poésie dedans, il faut juste la trouver, mais elle est là. Et c'est en lisant ces poèmes que je me suis aperçu de tout ça, et c'était des horizons qui se bouleversaient, qui s'éclataient. Le savoir que c'est une question de perspective, c'est une question de vouloir et de sentir profondément les choses. Après, Keats, T.S. Eliot. Après, en France, je tombais amoureux de Victor Hugo, de Camus, et là, je suis une phase très Camus d'ailleurs. Mais c'était Hugo qui m'a fait vraiment tomber amoureux de la langue française, même après l'avoir découverte un peu. Et quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas du tout français. Et je l'ai appris parce que j'étais obligé pour le travail, mais c'était vraiment Hugo qui m'a dit ah non, regarde ce qu'on peut faire avec cette langue. Et là, waouh. Tu as commencé à écrire. Après, oui. Bon, après c'est le premier poème à 14 ans, mais après, tu t'es décidé à je vais écrire des poèmes. Après bon, je le faisais juste pour me soulager, et c'est toujours le cas. Hein. C'est pas parce que je veux. Je pense que tous les poètes, ils n'ont pas de choix. Hein. Personne ne peut choisir d'être poète. C'est pas comme ça que ça marche. On a besoin. C'est comme on a soif. Et on peut se l'empêcher de faire. On peut dire non, j'ai pas envie aujourd'hui. Mais plutôt plus tard, elle va sortir, la poésie. Il faut que ça sorte. C'est quelque chose c'est plus fort que nous. Et à l'époque, quand j'étais encore adolescent, c'était ça. Quand je ne pouvais plus, j'écrivais. C'était ma façon de me faire comprendre, on va dire comme ça, parce que je me suis toujours senti très seul. Et c'était ma façon de... En moi, le papier, il me comprend. En moi, le papier, il sera là pour moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai eu la chance de faire des rencontres avec la poésie, soit des chats, soit en ligne, ou des gens qui ont commencé à lire ce que j'écrivais et tout ça. Et très tôt, très tôt, à 18 ans, j'ai eu l'opportunité de me faire publier quelques poèmes dans une anthologie luso-brésilienne. Et c'était je me souviens très bien le fait... Je pouvais me présenter autant que poète. Et ça, c'est quelque chose que ça me frappe toujours. Quand tu peux te présenter comme tu es vraiment, comme tu te sens vraiment, c'est un privilège. Aujourd'hui, c'est un privilège. Et je pense que à chaque fois que je rentre dans un vêtement ou quelque chose par rapport à mes livres, c'est toujours étrange pour moi. Et j'ai besoin toujours soit de boire un coup, soit de 5 minutes pour respirer, parce que c'est étrange. Finalement, je peux être ce que je veux et comment je me sens pendant 5-6 heures. Et après, je retourne à me cacher encore une fois, rentrer dans la vie, de la routine. Et ça, c'est quelque chose que ça va toujours m'envoyer très loin.
Et donc tu avais été invité au Brésil? Ah non, C'était j'étais très jeune. Je fais, par rapport à ça, je fais des lancements dans vêtements, des séances de dire de la poésie sur des écoles, sur des théâtres. Mais je sais qu'il était publié au Brésil, quelques endroits, mais jamais été au Brésil pour ça d'ailleurs. C'était toujours à côté. J'avais 18 ans, je ne pouvais pas partir pour ça. C'était toujours à côté de Lisbonne, à Porto aussi, beaucoup des choses comme ça, mais toujours géographiquement proche. Et comment ça se passe quand tu veux écrire des poèmes? Tu dis tiens, aujourd'hui je vais écrire un poème, ou plutôt tu te promènes et puis d'un coup tu prends des notes? Comment ça se passe? C'est aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui c'est un peu différent parce que je me sens plus extérieur. Ça veut dire, avant j'écrivais souvent à partir de 2-3 heures du mat, quand je sentais que la nuit elle m'appartenait que à moi. Quand je sentais qu'il n'y avait plus personne, je me sentais, c'était rassurant et j'écrivais comme ça. Aujourd'hui, ça m'arrive souvent je sors, je mets ma musique, je mets les lunettes de soleil et je me sens isolé du monde, mais en même temps, je fais partie de quelque chose. Et je me laisse inspirer encore une fois par les détails. Ça m'a déjà arrivé d'être assis à côté d'une fille que je trouvais magnifique. Elle avait un charme incroyable et je lui ai fait un poème et elle ne se rend même pas compte. Ça m'est déjà arrivé de voir un enfant sourire et ça fait un clic et je fais un poème par rapport à ça. Au silence, au cri, à l'absurde, à la joie de la vie. Et ça, c'est quelque chose que, pour le moment, je me laisse. Après, si on rentre dans une idée qu'un travail qu'on doit faire derrière, une fois que le poème il est fait, l'améliorer, le travailler, lui donner la dynamique qu'il faut, c'est là qu'effectivement, là on va dire ok, là je vais travailler les poèmes. Mais pour les écrire de tout de suite, il faut se laisser envahir par la vie. Il faut vraiment partager du monde et des gens et ça part comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Oui, je voulais être journaliste. Quand j'étais tout petit, c'était soit journaliste, soit astronaute, ça se dit comme ça? Astronaute? Cosmonaute ou astronaute? Astronaute, voilà. Astronaute. Voilà, c'était un des deux. Bon, bah voilà. Faut être musicien alors. Faut être musicien, écoute, voilà quoi. Est-ce que tu vois des rapports entre la poésie et la musique? Oui, mais souvent les gens me demandaient pourquoi je n'écris pas les lettres pour les musiques, pourquoi pas fusionner les deux, vu que je suis passionné par les deux, pourquoi pas. Et moi, j'ai toujours, dans ma tête, c'était toujours bizarre de faire cette union. J'ai pas une réponse. Récemment, un guitariste de la guitare portugaise, il m'avait demandé d'écrire des lettres pour quelques fados pour lui, pour un prochain album. Et je le fais, et c'était vraiment un challenge. Parce que c'était vraiment... Je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire et avoir déjà une mélodie dans ma tête. Et c'était vraiment un challenge. Je me souviens d'être dans une angoisse profonde pendant une semaine quand je regardais le poème que j'étais en train d'écrire et c'était angoissant, c'était compliqué, mais c'est un challenge. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, mais au début, c'était compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc en fait, tu composes aussi de la musique, quoi. Oui, parce que même si après il veut faire un autre, si je lui donne la lettre, après c'est à lui de faire les arrangements, les harmonies, il fait ce qu'il veut.
Mais dans ma tête, je fais déjà quelque chose. Je donne déjà un rythme, c'est déjà tout bien carré. Sinon, j'arrive pas à écrire comme ça. La musique, c'est quelque chose. La musique et la poésie, qu'on pense les deux choses en même temps, c'est quoi une expérience de synesthésie, tu sais, tu entends les odeurs, tu vois les sons, c'est étrange, mais c'est magnifique, c'est une très belle expérience. Et tu composes pour toi, pour la guitare, Non. Des œuvres flamenco, des mélodies ou des... Je fais des mélodies et je fais de la poésie, mais jamais ensemble. Pour moi, j'arrive pas à faire ça. D'ailleurs, peut-être parce que je chante tellement mal que c'est peut-être la raison. J'arrive pas à chanter et jouer en même temps. C'est pas la peine. Bon, jusqu'à aujourd'hui, quels sont tes meilleurs souvenirs en musique ou en poésie si tu avais un truc jusqu'à maintenant, hein, parce que la vie est longue. En musique, c'est très facile. Je suis parti voir live Paco et Vicente et j'ai eu mon corps, il a eu deux réponses très très différentes. En Paco, je me souviens que j'ai acheté les tickets avec 9 mois d'antécédence, 9 mois, et j'étais sur la première file, il était carrément comme ça. Et je passais tout le spectacle avec les mains comme ça sur le siège. Et je tremblais partout. Et j'étais vraiment... c'était incroyable. Parce que la force et le setup qu'il utilisait par sa guitare, c'était à chaque fois qu'il faisait du picado, tu le sentais sur ton corps, quoi. Et je sors de là-bas. J'étais avec un ami et on a sorti... on n'a même pas pu parler pendant 30 minutes. On s'est juste regardé. Et après, c'était vraiment une expérience incroyable. Pour Vicente, c'était... Je n'ai pas pu contenir les larmes. C'est comme sa musique m'a touché profondément. Et je sors du spectacle et je pleure. Et c'est tout. Pour la poésie, c'était pas forcément les lire. Bon, après, lire les poèmes qui te touchent profondément, c'est toujours intéressant et c'est toujours beau. Mais ça m'a déjà arrivé tellement de fois qu'il n'y a pas forcément quelque chose que je peux te dire. Par contre, c'est quand quelqu'un dit la poésie, et quand quelqu'un dit la poésie avec beaucoup d'intensité, comme s'il a besoin de dire tous les mots, il a besoin de déchirer son corps pour dire ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Bon, et quels sont tes projets? Je crois que tu as écrit un bouquin ou tu as un bouquin qui a été... Oui. C'est un recueil de tes poèmes? Oui, c'est un recueil des poèmes que j'ai écrit, c'est le plus récent. Et c'est un livre dédié au silence et à l'absurde. C'est un livre un peu noir. C'était un moment de ma vie, peut-être pas le plus heureux, mais j'ai eu le besoin de l'écrire. J'ai eu le besoin de l'exorciser, on va dire. Et j'ai eu ce résultat final. Je suis très fier. Ça me permet de me reconnaître. Parce que, par exemple, j'ai du mal à mémoriser mes poèmes. Je trouve que c'est une perte de temps de mémoriser mes poèmes. C'est pour ça que je les écris, pour ne pas les sentir tout le temps. Et quand je dois me lire pour préparer un spectacle ou quoi que ce soit, pour aller dire mes poèmes, c'est toujours une découverte, c'est toujours... quand même, ça me rappelle le chemin que je fais jusqu'à aujourd'hui et à demain. Et du coup, c'est une expérience, c'est étrange de se lire comme ça. Mais après, il y a toujours des questions d'ego que tous les artistes ils ont.
que ça fait du bien de caresser son propre ego et de lire et la critique, toujours. Voilà. Et ça parle de quoi alors, enfin, tes poèmes là, ils parlent de quoi surtout? Il parle de. Les sujets, les thèmes abordés, les thèmes qui t'inspirent, qui t'ont. Il n'y a pas. Du coup, c'est toujours dans l'intensité des choses, mais ça parle beaucoup d'une période de folie très forte que j'ai eue, de l'amour perdu, du fromage, parce que je trouve que c'est très important de parler du fromage. Ah bah en France, tu dois être gâté en France. Je suis très gâté en France. Je me suis dit pourquoi pas, si je parle de l'amour et de la souffrance et de l'absurde, pourquoi pas parler du fromage. Et du coup, c'est pas forcément le poème le plus adoré par les gens, mais moi je l'aime beaucoup. Parce que ça me ramène à ma famille, à mes traditions. J'ai toujours été habitué à manger du bon fromage au Portugal et maintenant que je suis en France, je m'éclate. Il s'appelle comment le fromage fromage que tu préfères au Portugal? C'est le fromage queijo de serpa. D'ailleurs, Serpa c'est très proche de Jerez, de la frontière. Et du coup, ça fait carrément frontière, quoi. Et j'ai beaucoup de familles qui viennent là-bas et on est habitué à bien manger, quoi. Ça ressemble un peu au manchego en Espagne ou au fromage de brebis c'est un fromage que ça ressemble au niveau de texture et tout ça, ça ressemble au camembert. Ah, d'accord. Mais le goût c'est différent. Je pourrais pas, c'est compliqué de le dire. Ça me donnera l'occasion d'aller. Ah mais tu vas aimer, c'est juste pas possible. C'est même peut-être non, tu vas aimer. Tu vas aimer. Et donc comment il s'appelle Du coup au livre il s'appelle La victoire du silence, La vitória do silêncio. Et je pense que ce que je voulais dire avec ce titre, c'est parce qu'entre le dernier livre que j'avais sorti et c'est là, ça passait 12-14 ans. Et c'était une période où j'écrivais très peu. Et la victoire du silence, ça représente la victoire, le cri de toutes mes envies et tout ce que je pense que ça peut me faire sentir un être vivant et créateur de mon propre destin. Et donc c'est ça, c'est le chemin que je fais pendant 14 ans à écrire un peu dans une clandestinité par rapport à la situation que j'ai vécue derrière moi. Et il est sorti en France ou c'est... Pour le moment, il est juste au Portugal, un peu partout, sur tous les Fnac, les Bertrand, tous les sites. Il est aussi disponible en version digitale, j'ai entendu. Et ça se passe très bien. C'est un petit bout de fierté de ma part. Ouais, tu peux nous dire un truc pour qu'on entende la mélodie, même si on... Attends, quelque chose qui ne soit pas très noir. Il n'est pas trop lent non plus. Moi j'aime bien ce poème. Il parle le jour de ma mort, mais je le trouve, il y a beaucoup d'espoir, puisque au moment que je l'ai écrit, c'était... La mort est juste un chapitre. De toute façon, il y a mes mots qui resteront, il y a la musique qui restera. Du coup, je ne pars pas forcément tout de suite. Ça sera peut-être plus tard, après l'apocalypse, un truc comme ça. Hoje tornei-me imortal. Estou morto. Não me procurem debaixo da terra, nem se percam por entre esse jardim branco. Não vou estar na mesquinha misericórdia das flores de plástico, nem nas fotos beijadas pelo sol. De um ao outro momento em que aparecia feliz, eu estou entre vós.
no meio de uma biblioteca escura, entre os meus irmãos, eu estou aqui e além, por entre sorrisos e memórias alegres. Estou nos olhos dos meus filhos, no sangue destas páginas e no desejo da boca da minha mulher. Pois que não tenham vergonha ou medo. Gritem dentro de vós em poesia e música e artes sonhadas. A minha voz é guitarra, o meu coração é poesia e a minha alma continua livre. Imaginem que fui ao café e que volto já, pois estou tão vivo como em qualquer outro dia. Et Merci. Bah de rien. Ça me soulage le fait que je me donne complètement. Parce que quand tu écris pendant un moment, tu comprends que c'est pas la peine de faire semblant d'avoir des masques. Et quand j'écris, quand je suis en train de lire, il n'y a pas de masque. Il n'y a vraiment rien. Et par contre, parfois, avec les gens que tu fréquentes ou que tu connaisses, c'est étrange de voir parfois quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qui est toujours présent. Et du coup, là-dessus, c'est parfois étrange. Je pense souvent à ma mère et à mon père et voir un enfant avoir autant de souffrance ou autant de... Ça me met peut-être mal à l'aise. J'essaie de ne pas avoir mes parents très présents quand je dis la poésie parce que j'imagine que ça serait une souffrance. Je mets un peu à leur place d'avoir un enfant qui... C'est pas que je souffre beaucoup, c'est juste que je sens avec beaucoup d'intensité toutes les choses, le bon et le mauvais, c'est tout. Et tu crois qu'ils ne comprennent pas Parfois, ils te comprennent pas, quoi. Ils n'ont pas compris. Ils pensent que non, ils mais n'ont pas encore compris, mais peut-être que ça va venir. Il n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et parfois ça me... Voilà, c'est un peu... Ils doivent être fiers de toi quand même. Oui, je pense que oui, mais à quel prix? À quel prix savoir que son fils écrit des livres, pas forcément le plus joyeux au monde, mais il faut qu'il sache que je ne regrette rien. Je suis très fier de sentir les choses aussi intensivement, comme muchas ganas. C'est ça la vie, non? C'est la vraie vie. Pour moi, c'est ça. Hein. Après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. La vie est courte quand même. Donc très courte. Il faut aussi profiter. La vie, elle est très courte, ouais. Écoute, je te dis bonne chance, hein, plein de succès pour tes projets. Merci, ça me fait plaisir. Et puis on arrive déjà à la fin de l'entrevue. Ah, ça passait très vite. Merci d'avoir partagé avec nous hein, ta passion, ton histoire et puis ton expérience. Quoi. Ok, merci. Je dis hasta luego, comme on dit en espagnol. Hasta luego. En portugais, on dirait... Até logo, até logo. Et viva le flamenco. Et viva le flamenco. Et la poésie. Et la poésie.